Et on peut démarrer maintenant hein, pour tout le monde. Déjà, merci à tous d'avoir rejoint. On voit que ça attire pas mal de monde, du coup, ces sujets autour d'intégration, du CSS, du HTML et puis de l'accessibilité de tout ce dont on va parler juste après. Pour démarrer, on peut faire un petit tour de table. Du coup, je vous laisse vous présenter peut-être, Nicolas, Manon, tout le monde. Ouais, Vas-y. bonjour à tous. Donc nous, on est membres du collectif Cascade qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Donc François, Manon et moi-même, Nicolas, chacun dans des entreprises respectives. Je suis lead développeur et consultant chez Zenica. Moi, je travaille chez Concerto. Pareil, je suis consultante et je fais autant du back que du front que de l'intégration web. Et j'ai fondé Cascade avec plein de gens, plein de belles personnes. Voilà, oui, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Ouais. Yes, et moi, François, je suis team lead en charge du design system chez OVH Cloud. Voilà. Parfait. Et moi, je suis Arthur Magne, je suis CTO et cofondateur de Promise, une solution de partage d'expertise et de connaissances qu'on a utilisée du coup pour centraliser des pratiques autour du HTML, du CSS et de tout ce dont on va discuter aujourd'hui. Pour vérifier si ça fonctionne bien, je vais partager mon écran. Pour la petite intro rapide, ce qu'on a fait du coup pour préparer ce webinaire, c'est qu'on a chacun de notre côté, pendant les 2 dernières semaines, identifié des pratiques de développement, donc des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques, autour du sujet évidemment d'intégration web avec HTML, CSS et puis tout ce qui va autour. Comment on a fait ça? Très rapidement, on l'a fait avec des plugins pour les IDE. Donc, c'est le plugin Promise en fait, que vous pouvez retrouver ici. Le plugin est gratuit et puis Promise existe en version open source. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est que pendant qu'on était en train de développer du coup, sur nos IDE, donc pour directement sur VS Code ou IntelliJ ou n'importe quel outil que vous utilisez, vous pouvez du coup identifier des morceaux de code, comme ce morceau de code-là, par exemple, en HTML, ici dans un composant React, faire un clic droit, et ici, vous avez la possibilité d'identifier des pratiques de développement en disant, ça, c'est une bonne pratique de gérer les classes, par exemple, comme ça, ou alors c'est une mauvaise pratique pour telle ou telle raison, ou alors vous pouvez lever un sujet de discussion ou une question sur le code, et l'idée, en fait, c'est qu'on puisse en parler avec tout le monde directement derrière. Voilà. Bonjour, attention. Et n'hésitez pas à couper votre micro, parce que moi, je commence à entendre pas mal de monde qui parle. Hop. Donc, l'idée, c'est comme ça, on a tous identifié des pratiques directement depuis notre IDE. On peut le faire également lorsque on fait des revues de code, lorsqu'on relit le code de quelqu'un et qu'on tombe sur quelque chose qui est intéressant. Par exemple, ici, quelqu'un qui aurait mis une couleur en dur dans le fichier SCSS. Et à ce moment-là, en fait, on peut, lorsqu'on rajoute un commentaire, identifier une pratique directement pour l'envoyer et ça permet après à tout le monde d'en discuter évidemment par la suite. Donc, on a fait ça pendant la semaine dernière et chacun d'entre nous, on a identifié pas mal de pratiques, donc toutes celles qui sont ici. Et l'idée, c'est que à partir de maintenant, on va les présenter, les expliquer. N'hésitez pas dans le chat à dire d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas avec ces pratiques et à remonter aussi des choses, hein, si jamais vous voyez des trucs intéressants ou si vous avez envie de parler de ce qui va être remonté. Le but, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à parler un petit peu de ce que vous voyez. Donc, on va passer les pratiques les unes après les autres. Et je te laisse commencer, Manon, du coup, vu que c'est toi qui as identifié celle-là. Qu'est-ce que tu as voulu dire? En fait, en intégration web, on a autant de HTML que de CSS, on peut même avoir du JavaScript. Et du coup, là, j'ai voulu commencer avec une pratique toute simple sur du HTML. C'est-à-dire, là, si on regarde le code, on a une div dans un span. Donc, j'ai pris un truc très, très basique. On va avoir une hiérarchie HTML qui est mauvaise puisqu'on a un élément de type bloc dans un élément de type inline. Et en fait, ce qui est important, c'est de respecter cette structure-là pour éviter des effets de bord, en fait. Ça m'arrive très souvent de voir ce type-là de hiérarchie qui n'est pas bonne. En fait, après, on va être obligé de corriger le positionnement avec du CSS, par exemple, des fois où on peut avoir vraiment un impact en fait sur la façon dont on lit le code après. Donc là, c'est tout simple, hein, c'est des balises classiques.
On verra plus tard aussi qu'il y a des balises enrichies qui sont plus intéressantes. Là, j'ai pris vraiment les plus neutres possibles. Mais du coup, la solution, comme vous voyez à Compromise, on peut proposer en fait une correction. Et du coup, j'ai proposé de faire l'inverse, à savoir de mettre mon texte, qui est un élément simple, un petit texte, dans la balise bloc qui va être le cadre dans lequel il va y avoir mon contenu en fait. C'est tout simple, hein, mais ça m'arrive très très souvent de voir je sais pas, une balise P dans un span, un truc comme ça, et ça n'est pas logique en fait. On va essayer de partir du plus large, de découper notre interface par bloc. Quand vous avez un design, que ce soit une maquette ou même des mock-ups, on va essayer de définir les gros blocs de contenu, et c'est à l'intérieur qu'on va mettre nos balises de type inline, que ce soit du texte ou autre chose, et non pas l'inverse. Donc pensez un peu en entonnoir comme ça. Donc en fait, c'est surtout en fonction du style effectivement du parent qui doit être. En fait, si tu as un élément de type inline, il faut qu'il soit dans un élément qui lui est de type bloc. Tu peux pas avoir de l'inline qui contient du bloc, quoi. Voilà. C'est ça, et puis tu as aussi le côté sémantique du DOM qui est respecté du fait d'une sorte de hiérarchie de mettre plutôt des spans dans des divs plutôt que l'inverse. C'est une bonne pratique, quoi. Complètement. Du coup, je valide la pratique. Donc, je n'ai pas précisé à tout le monde, mais l'idée, c'est que là, on n'est pas dans la même équipe, dans la même entreprise. Mais si on faisait ça dans notre entreprise, ensemble, en fait, on peut valider ces différentes pratiques ou lancer des battles si jamais on n'est pas d'accord entre nous et qu'on veut trancher en rajoutant des arguments, etc. Mais bon, là, l'idée, c'est qu'on va toutes les valider, je pense, à moins qu'il y ait vraiment des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais ça, je peux les valider. Hop. Donc la prochaine, c'est toi encore, Manon, ouais. Je veux dire, ce qui va se passer du coup pour l'exemple qu'on vient de voir, c'est que ça m'arrive souvent de voir ce genre de choses dans le code, et après en CSS, un display bloc ou un display inline sur la balise qui n'est pas la bonne pour pouvoir contrecarrer ce qui vient nativement à HTML. Du coup, c'est dommage. Si on peut épurer les choses et faire minimaliste, c'est mieux. Les bonnes balises aux bons usages. C'est ça. Et du coup, la deuxième. D'accord. Alors celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est toute simple, mais en fait, elle implique beaucoup de choses. Très souvent, dans ce que je vois, quand j'ai déjà fait, notamment par les personnes qui ne pas forcément le CSS, c'est qu'en fait, il y a une méconnaissance du principe de cascade, et du coup, les personnes vont ajouter un mot-clé qui est point d'exclamation important pour pouvoir forcer le style en fait, sur l'élément, donc ils n'arrivent pas à appliquer la modification qu'ils veulent. Et en fait, normalement, on n'a pas besoin de mettre des important où c'est extrêmement rare. On va en avoir besoin vraiment dans des cas que je ne saurais même pas dire. Pour contrer des importantes, en fait. Oui. En fait, il suffit de respecter en fait, qu'il y a dans la cascade. C'est-à-dire que plus le sélecteur va être précis, plus on va avoir plus la règle qui va être appliquée, celle que vous voulez. Et là, l'exemple qui est juste en dessous, on peut voir, on va préciser le parent et après l'enfant. Donc là, j'ai gardé le système de classe, mais il y a plusieurs niveaux en fait de priorité qui existent. L'ID étant le plus fort, puis le nom. Et du coup, là, il n'y a pas besoin de mettre de important. Parce que le problème d'en mettre un, c'est que si après vous avez un sélecteur, par exemple, je ne sais pas, au survol ou quelque chose comme ça, en fait, le important va écraser la modif que vous voulez faire. Du coup, le fait de mettre un important, ça empêche toute modif ultérieure, sauf s'il faut remettre des importants par. Et dans ces cas-là, on ne s'en sort plus. Encore une fois, de respecter cette hiérarchie-là, alors pas mettre tout le chemin non plus, parce que si jamais il change dans votre DOM, votre CSS ne sera plus appliqué, mais de préciser que le parent à haut niveau et l'enfant, ça suffit. Tout à fait. En fait, il faut connaître effectivement la liste effectivement des ordres de priorité qui est spécifique, qui se fait avec un système de calcul en fonction de si tu utilises des ID, effectivement, si tu utilises des secteurs sur justement d'autres éléments, sur la structure HTML ou des choses comme ça. Il y a plus ou moins d'importance. Et là, dans ta correction, en fait, le fait de mettre le parent avec l'enfant, effectivement, ça force, on va dire, le color ici. Et du coup, tu n'as pas besoin de jeu importante parce que tu passes devant. Mais s'il y avait déjà un important ailleurs, tu es obligé de le remettre. Et effectivement, là, c'est l'horreur sur des projets. Je ne sais pas si c'est le cas de certaines personnes ici, mais quand on commence à avoir des importantes, on est obligé d'en mettre partout. Ouais. Et en fait, ça ne suit plus rien, il n'y a plus aucune règle. Et là, ça devient vraiment très compliqué à maintenir quoi, par la suite.
un petit mémo pour se rappeler, c'est qu'un ID, c'est 100 points, une classe, c'est 10 points, et une balise, c'est 1 point. Ce qui fait qu'en fait, si j'ai pas point parent, point child, bah, j'ai 2 fois 10 points de la précision de mon sélecteur. Une fois que je l'ai écrasé, et là, je vais juste voir avec mes sélecteurs comme ça la précision que je vais avoir. Et ça va être utile notamment pour les sélecteurs au niveau des tests. Si je veux faire du test end-to-end pour sélectionner mes éléments, ça va être le même principe. Ça va prendre les mêmes niveaux de priorité. Donc, plus on a un DOM qui est bien sûr, plus on a des sélecteurs minimalistes, plus on peut tester, plus on peut appliquer notre style de manière claire et sans se perdre dans les importants et les niveaux de précision. En fait. J'aime bien cet exemple-là parce qu'il est simple, mais en fait, quand on le retrouve, on voit qu'il y a vraiment cette méconnaissance de l'application de la cascade. En fait. Ouais. Et puis si vous êtes, si vous êtes en galère des fois sur le fait de qui est prioritaire vis-à-vis de qui, il y a des très bons sites là, qui permettent de calculer la spécificité de chacune des styles qui s'appliquent et sans priorité vis-à-vis de s'il a des ID, s'il a des classes, etc. Très bien. Il y en a qui partagent des liens effectivement dans le chat, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses qui existent autour de ça parce qu'on ne les connaît pas forcément par cœur. Donc, très bien. Hop. Alors Manon encore. Messy use of UTI. Ah ouais, celle-là, elle peut soulever des questions justement. Alors celle-là, c'est un petit troll. En fait, bon, moi, j'aime pas les classes utilitaires. Voilà. Je sais qu'il y a des frameworks qui se basent dessus, notamment. Mais par contre, il faut que ce soit bien fait. Ici, on va avoir. Attention les micros. On va avoir un nombre de classes qui s'ajoutent au fur et à mesure. En fait, ça revient pour moi à ajouter une balise style, enfin une directive style dans la balise P. Un texte blue, j'ai un text center, un padding. En vrai, je pourrais faire une classe pour mon élément et rassembler ces éléments-là à l'intérieur, ces règles-là. Je trouve que ça alourdit le DOM. Quand c'est bien fait et qu'on se base que dessus et qu'on n'a pas à toucher au CSS, et on l'a vu récemment dans un super talk à RNJS que je vous invite à voir, on a eu une présentation de TLI où le speaker expliquait très bien pourquoi et comment bien les utiliser, mais là, pour moi, c'est un peu fourre-tout. C'est pas forcément clair, c'est pas rangé, et le problème aussi, c'est qu'on peut avoir de la duplication un peu partout. Si demain, je veux changer et que ma couleur sur mes balises P, je veux pas qu'elle soit bleue, je suis obligée d'aller dans tout mon HTML pour pouvoir changer en fait le nom de mes balises partout. Le nom de mes balises partout, pardon. Et c'est embêtant. Donc, je trouve, quitte à utiliser des classes utilitaires, il faut vraiment penser à l'image, penser à l'organiser, comment on le range. Du coup, là, j'ai mis en messy use parce que je trouve que c'est pas propre dans tous les cas. Mais même si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous aimez les classes utilitaires, il faut penser à ce qu'on fait et prendre de la hauteur dessus. Moi, ce qui m'embête là, c'est que là, si je veux tester mon élément dans un test end-to-end, je peux prendre le contenu texte qui s'appelle, là, c'est my text. Mais si j'ai des éléments dans des listes, ça, en fait, pour le sélectionner, je vais être obligée de rajouter d'autres éléments pour soit des classes supplémentaires, soit des data test ID, soit le chemin complet ou le numéro de l'élément dans une liste. Et franchement, c'est embêtant. Donc moi, je trouve pas cette approche-là. Après, on peut faire un débat sur les critères, mais juste, même si on l'utilise, voilà, je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait. C'est ça la difficulté, mais finalement, c'est le cas dans tous les langages, en fait. C'est toujours la même logique d'une bonne pratique, elle est définie aussi au sein de l'équipe. Une bonne pratique pour une équipe A ne sera pas forcément une bonne pratique pour l'équipe B. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. Si vous voulez utiliser des classes utilitaires, vous utilisez Tailwind et vous n'utilisez que ça. Dans ces cas-là, c'est OK. Tout le monde va utiliser Tailwind partout. Ce sera la philosophie, une bonne pratique de l'équipe. Et puis même avec Tailwind, tu peux simplifier les choses et mettre ça dans ton CSS. Tailwind incorpore le @apply qui te permet de justement avoir ces classes-là. Mais en termes de HTML, ça simplifie totalement ton DOM parce que tu viens créer une classe qui est spécifique à cette balise-là et derrière, tu lui appliques des styles Tailwind qui, eux, sont génériques. Quoi. Ouais. Par exemple, là, on pourrait imaginer plutôt que la classe text blue, avoir mon texte primary. Et que là, j'ai juste à changer la couleur de la classe primary et j'ai pas besoin d'aller modifier tout mon DOM et de remplacer toutes les classes. Et ça serait une correction intéressante à choisir ce système-là.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que dans les équipes avec lesquelles on a travaillé, comme tu dis, hein, Nicolas, il faut juste qu'il y ait une cohérence au niveau du choix d'équipe. Il ne faut pas qu'il y ait un mix de justement de Tailwind ou de classes utilitaires de ce type-là avec des classes qui seraient faites d'une manière complètement différente, écrites par d'autres personnes dans l'équipe. L'objectif, c'est que tout le monde aille dans la même direction et que en équipe, vous vous disiez, bah voilà, est-ce qu'on utilise que Tailwind, par exemple, ou alors est-ce qu'on évite complètement d'utiliser ces classes utilitaires et on fait quelque chose de custom, ou alors on fait un mix un peu des deux, comme tu disais, il peut y avoir quelques ajustements, mais c'est vrai que tous les contextes où on a vu qu'il y avait un mix un peu entre les deux, avec du text blue et à côté du button quelque chose, le problème, en fait, c'est que les gens, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils ne savent pas vraiment quoi utiliser, ils ne savent pas à quel moment. Et du coup, on se retrouve à avoir un méli-mélo de plein de classes différentes. Et à maintenir, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de cohérence derrière, etc. En fait, une bonne idée pour savoir comment s'orienter, je pense, c'est discuter avec vos designers si vous en avez. Parce qu'en fait, quand ils font une maquette ou un design system, en fait, on va avoir une charte qui va être organisée et structurée. On va avoir, par exemple, les boutons, en général, on va avoir un bouton de validation et un bouton d'annulation, par exemple. Donc, on va avoir un primary et un secondary. Du coup, ça peut vous guider déjà dans le nommage de vos éléments. Donc, c'est valable pour le CSS, mais pour d'autres choses. Et du coup, je trouve que d'avoir ce même point de vue du design jusqu'à la réalisation, ça permet de se comprendre déjà, de pouvoir se relire et ça favorise la communication, je trouve, aussi entre tous ces métiers. Du coup, pour moi, le code, c'est aussi un support de documentation, d'échange, et du coup, ça passe aussi par ça. Et si on est cohérent, en fait, sur tous les métiers et toutes les couches de réalisation d'un logiciel, c'est d'autant mieux pour échanger, pour se comprendre et pour avoir plus de qualité. Du coup, si vous hésitez, basez-vous sur le design si vous en avez un. C'est le mieux. Il y a une remarque dans le chat de Sarah qui dit les classes utilitaires, en somme, c'est plus une question de bon ou mauvais usage plutôt que de bonnes ou mauvaises pratiques avérées. Et effectivement, même dans la plupart des choses qu'on va présenter aujourd'hui, il n'y a pas forcément une seule bonne manière de faire. Par exemple, on le verra pour les tests, hein, mais il n'y a pas une manière d'utiliser justement des sélecteurs en particulier pour les tests. Par contre, effectivement, il faut que ce soit bien utilisé dans le contexte, en fonction du contexte d'entreprise. Et le contexte de l'entreprise, c'est aussi les équipes qui la constituent. Donc, si dans l'équipe, tout le monde est d'accord pour utiliser quelque chose d'une certaine manière, ça veut dire que contextuellement, à la limite, ça pourrait être la meilleure manière de faire. Et donc, on peut se dire, on va utiliser cette pratique-là. Mais effectivement, souvent, ce qu'on va observer, c'est des mauvaises utilisations de systèmes comme ça qui vont aboutir à un code qui va être dur à maintenir, qui va être dur à faire évoluer, qui va introduire des bugs, parce que derrière, on ne se rend pas compte. Et comme tu disais, hein, Manon, on veut changer tous les boutons pour les mettre dans une autre couleur. S'il faut repasser sur tous les boutons de l'application et qu'on n'a pas un truc centralisé, il y a une chance sur deux pour qu'on en oublie. Et ça représente un bug en production après, pas forcément très grave, mais ça peut poser problème. Et puis de la même manière, pour la maintenabilité, le fait de mettre une primary, ça permet que si demain, par exemple, le designer veut changer le thème et changer la couleur, on ne se base plus sur le bleu, mais sur le primary qui, lui, pourra changer. Même pour un dark theme, par exemple. Par exemple, aussi. Ouais. Tout à fait. On peut avoir une version dark d'un primary, ça existe. C'est ça. Mmh. Et puis en Et fait, pour c'est ce que tu disais, Arthur, c'est que finalement, ça, c'est des conventions à décider en équipe. Et que ce soit le code lui-même ou même les revues, comme là, on le voit dans Promise, c'est un outil de communication et une bonne pratique. C'est pas le plus puriste, en fait. C'est faire ce qui est le plus efficace et le plus compréhensible. Si on a du code qui est hyper optimisé, mais qui est difficilement lisible, et qu'on a une majorité de juniors dans une équipe, c'est pas une bonne solution. Il faut que ce soit aussi reprenable et compréhensible. Et finalement, il y a plein de façons de voir le terme de bonne pratique ou le terme de software craft. Finalement, c'est hyper relatif à l'équipe dans laquelle on évolue et au produit aussi. Donc en fait, après, là, on vous donne des guidelines aujourd'hui, mais c'est aussi à vous d'en discuter entre vous, dans vos équipes, ou avec nous directement, si vous voulez échanger, mais c'est pas des vérités absolues, en fait. Ça faut que ça fitte avec l'équipe. Si c'est Tout à fait. chez vous, un peu dommage. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, parce que en termes de vérité absolue, précisément la pratique qui est affichée maintenant, d'utiliser du style directement dans le HTML, j'ai l'impression
à moins qu'il y ait quelqu'un dans le chat ou l'un d'entre vous trois qui me contredise, mais ça, par contre, j'ai l'impression que c'est une mauvaise pratique absolue dans le sens où, à chaque fois que je l'ai vu, ça a toujours été la catastrophe et c'est toujours pour, voilà. Mais j'arrive pas, en fait, à trouver de trucs positifs, on va dire, sur ça. Mais est-ce que, justement, vous avez un exemple de moment où il faudrait utiliser ou un truc bénéfique d'utiliser ça? Si du balise style, tu peux en avoir un avantage, par exemple, pour setter des custom properties en CSS. Ouais. C'est-à-dire que c'est du CSS qui ne va pas forcément impacter l'élément en tant que tel, mais tu pourrais, imaginons, tu as une liste de vidéos, par exemple, un peu comme la dernière page de YouTube, et derrière chaque vidéo, tu as une aura de la couleur dominante de la vidéo. Et en fait, ça, si tu ne veux pas avoir besoin de le faire en autre, ça veut bien dire que sur chaque item, tu fais un box shadow, par exemple, d'une var CSS que tu appellerais box shadow color item, je ne sais pas comment tu l'appelles, peu importe. Et en JS, aller choper le contenu, enfin, l'image, la couleur principale de chaque truc, et mettre dans une balise style ton tiret major le color de la clé. Et du coup, dans ton CSS, tu récupères ça avec une var. Et donc là, tu n'as pas de problème de important parce que tu n'as fait que setter une custom prop. Donc ça, c'est, je dirais, pour moi, peut-être le seul usage des balises style en inline qu'on pourrait avoir dans un des... Et pour les mailings. Ouais, Pour les mailings aussi. Ouais. pour les newsletters ou ce genre de choses aussi. Ah oui. Le développement des emails, c'est toujours un peu compliqué en HTML. Et bon, c'est un peu archaïque. Et il y a encore cette possibilité d'utiliser les balises styles assez fortement. Ok, ouais. Bah, effectivement, ouais. Tu as raison sur tout ce qui est vraiment dynamique et calcul à l'intérieur, où tu veux dire il y a une taille qui est de tel truc, etc. Tu peux pas le faire avec une classe directement. Donc tu vas le faire comme ça. Donc là, c'est plus l'exemple, Manon, que tu as sélectionné ici, qui lui est un mauvais exemple, effectivement, c'est pour ça que c'est en orange, parce que là, on fait rien de dynamique, en fait. On dit la couleur, c'est bleu, le text align, il est au centre, et le padding, c'est 15px, et effectivement, ça, on aurait dû le retrouver dans une classe qui serait, je sais pas, là, ce serait text description ou un truc comme ça, et dans le fichier CSS, quelque chose qui aurait précisé justement ce truc-là. Tout à fait. Ouais, parce que là, si tu as une appli qui fait des centaines de lignes de code à reprendre, à modifier, c'est infernal. Et je reviens sur, je vais faire un mix avec la pratique d'avant sur le page utilitaire et celle-ci. J'ai lu un article du créateur de Tailwind qui expliquait que il trouvait que l'une des règles solides, qui est la séparation des responsabilités, c'était pas un problème pour lui que ce soit mélangé dans le même fichier. Alors moi, j'aime bien avoir le style d'un côté et vraiment le squelette de la page de l'autre. Mais que pour lui, à partir du moment où on a un endroit spécifique où est appliqué le style, c'est pas gênant que ce soit dans le même fichier. Donc, c'est deux façons de voir les choses. Le problème, c'est que plus ça grandit, et moins c'est maintenable. Donc, à vous de voir après comment vous voulez, quelle approche vous voulez utiliser. Mais moi, j'aime bien avoir vraiment un endroit spécifique où je vais pouvoir retrouver ce que j'ai envie de faire. Par contre, je ne vais pas mélanger les deux. C'est-à-dire que soit je vais dans mon CSS, soit je vais dans mes templates, mais je ne vais pas m'amuser à switcher, à aller chercher partout ou faire ma modif. Si en plus on rajoute des importants, si on a des balises mal rangées, ça devient un enfer. Donc c'est très facile avec le CSS, effectivement, de mal faire, entre guillemets, mais il faut prendre un petit peu de hauteur et de réfléchir, et on peut simplifier la vie vraiment aisément. Et si demain, dans une application où j'ai mes classes bien nommées, où j'ai pas des balises styles qui se baladent partout, bah en fait, je vais changer une variable et je vais changer tout le thème de mon appli. Et en fait, ça m'a pris 2 secondes. Ce qui est compliqué, c'est de préparer et de faire l'architecture en amont, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie problématique de maintenabilité qu'il y a derrière, et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'équipes qui se battent contre le HTML et le CSS et qui perdent du temps à cause de ça, alors qu'en réalité, ça devrait être une partie qui ne devrait pas être chronophage. Et ça devient souvent. Mais on voit comment, en peu de temps, ça peut devenir chronophage et donner une impression de perdre pied ou de se perdre avec le CSS, alors qu'en fait, avec quelques bonnes pratiques simples, on gagne énormément de temps et en simplicité. Tout à fait. Tu avais une autre pratique, du coup, Manon, encore un peu différente, qui reprend la même thématique. Là, on est vraiment dans le même thème, mais c'est encore autre chose. Alors ça, je l'ai vu plein de fois, en fait. Alors, comment je peux expliquer ça ? J'ai lu plusieurs fois que HTML, c'est pas un langage de programmation. Eh bien, si. Et comment on peut le voir ? On peut voir que si on affiche du HTML dans un navigateur, il ne va pas afficher les balises, il va afficher du texte avec déjà un formatage. Que ce soit mettre en plus grand, en gras, etc. Et typiquement, il y a des personnes qui utilisent ces effets-là pour styliser.
et qui du coup vont mettre un H2 pour avoir un texte plus grand, par exemple, ou en gras. En fait, non, puisque c'est pas le but. Le but, c'est de dire à mon navigateur, ici, je veux avoir un titre de niveau 2, pas je veux un texte grand et gras. Et le problème de ça, c'est que déjà, on confond l'utilité de chaque langage, mais en plus de ça, en termes d'accessibilité, et j'ai 2 personnes plus expertes que moi sur le sujet, on n'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'on indique au lecteur d'écran qu'on a un titre alors que ça n'en est pas un. Donc on confond en fait l'utilité de chaque langage, encore une fois, et on voit bien du coup que c'est des langages de programmation puisqu'ils sont interprétés par un navigateur. Oui, c'est un langage de markup, mais c'est aussi interprété. Sinon, on verrait les balises telles quelles. Et puis même pour le SEO, pour plein de raisons différentes, les balises sont utilisées et elles ont de l'importance. Et il faut bien différencier le fond de la forme de ces balises-là. L'usage qu'on a souvent, la confusion qu'on peut des fois avoir, c'est quand on cherche à expliquer des balises, on va dire strong, ça met en gras. En fait, strong ne met pas en gras. Strong définit que notre texte est important dans le paragraphe. L'interprétation navigateur est en gras, mais strong ne veut pas dire mettre en gras. Et des fois, on a des raccourcis qui sont faits aussi là-dessus en disant strong, c'est pour mettre en gras, EM, c'est pour mettre en italique. Et en fait, non, on pourrait très bien définir que le strong est en italique. Rien ne nous empêche. Ouais, c'est aussi quelque chose de c'est important parce que c'est pas forcément des choses qu'on voit en école, hein, lorsqu'on travaille, qu'on fait un petit peu de web, et quand on arrive en entreprise, on ne sait pas forcément. Et c'est vrai qu'on voit très souvent des mélanges comme ça entre la structure du HTML et des choses qui sont utilisées plus pour, comme tu disais, mettre des textes en gras ou en gros. Donc c'est important de s'en servir pour les bonnes choses, c'est-à-dire accessibilité et ce que tu disais justement, SEO, etc. Donc ouais, très bonne remarque. Totalement. D'ailleurs, normalement, c'est 1 H1 par page. Je reprécise, mais ça m'arrive souvent d'en voir 12 dans la page. C'est 1 par page. C'est le titre de notre page, en fait. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Ça dépend de ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est bien sectionné, ton H1, il peut être autre chose. C'est ton titre principal. Ça dépend où il est. Dans ce cas, c'est DH2. Ça dépend. Ouais. Vas-y, développe. Ça dépend. Ça c'est pareil. En termes de sémantiquement parlant, c'était très vrai pendant très longtemps. Mais tu peux lire tout et son contraire. Donc, vu qu'il y a plusieurs versions, moi, je ne crois personne, parce qu'il y a plusieurs versions possibles. On a des balises qui apportent du sens sémantique. Tu prends une balise article, une balise de choses comme ça, qui sont autoportantes. Tu pourrais très bien avoir un H1 dans un article. Il aura moins de poids qu'un H1 à l'intérieur de ton DOM, parce qu'il est dans un article. C'est la structuration qui fait que... C'est l'incrémentation et la structuration de tes balises et quel DOM tu vas utiliser qui va faire que ton H1 va être interprété comme un titre moins important que celui qui est au-dessus, par exemple, qui est à la racine de ton body, imagine. Donc, je dirais que ça dépend, et après, ça dépend encore une fois de votre équipe. On a une pratique, Arthur, après, sur sémantique, ou c'est la dernière, sur sémantique HTML? Ouais, on a celle-là, ouais. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. Ça montre bien, en fait, ce qu'on est en train de faire là. Donc, ce qui s'appelle un atelier craft, hein, pour tout le monde. C'est vraiment un moment de partage d'expertise. Chacun d'entre nous, on a une expertise différente. Dans notre chat, je vois plein de messages aussi qui passent. Vous avez sûrement une autre expertise sur d'autres sujets, et c'est ça qui est intéressant. Malheureusement, on ne va pas écouter 50 personnes parler en même temps, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir se partager cette expertise, et c'est ce qu'on voit effectivement même avec ce que tu viens de dire, Nicolas. C'est vrai que pour moi, ça a toujours été un H1 par page, et je ne savais pas qu'un H1 dans une balise article, il avait peut-être moins d'importance que s'il était à la racine de la page. Donc voilà, tout ça, c'est des choses assez intéressantes. On ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, de toutes ces pratiques, parce qu'il y en a beaucoup à voir. Mais effectivement, n'hésitez pas à faire ça dans votre entreprise, hein, si vous voulez gagner du temps. Une fois par sprint, vous faites un point comme ça et vous discutez un petit peu des différentes pratiques que vous avez, et vous allez partager votre expertise, et c'est ça qui est important. Surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de turnover dans les équipes informatiques, il y a beaucoup d'onboarding à faire. C'est super important que les connaissances ne partent pas quand les gens s'en vont d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Donc oui, Manon, donc c'est la dernière pratique, je crois, que tu as remontée. Use of generic HTML tag instead of semantic HTML tag. Ouais, on retrouve un super span avec une classe teststrong, c'est stylé. Du coup, la correction, elle est assez évidente. On va utiliser une balise HTML qui va avoir un sens un peu plus intéressant. Donc là, j'ai mis un type strong, mais ça pourrait être un balise P pour dire que c'est un paragraphe, etc. En fait, partout où je vais, et ça, je l'ai appris en arrivant chez Cascade, donc c'est pas si vieux que ça. Moi aussi, j'ai fait cette erreur-là. Je mettais des divs et des spans partout. Voilà, de belles divs souples. Et en fait, c'est nul de faire ça parce qu'on ne donne aucune information intéressante à notre navigateur, alors qu'on peut lui dire que c'est
ici c'est un paragraphe, qu'ici c'est un texte, qu'ici c'est un bloc complexe, un article, ou que c'est un élément graphique, une figure qu'on va avoir, pourquoi pas un élément sur le côté, un aside. On a en fait un petit outil qui s'appelle HTML5 Doctor, je crois, et vous pouvez taper ça sur Google Images et ça va vous montrer en fait un flowchart qui vous dit est-ce que c'est ça, mettez ça, sinon celui-là, et en dernier cas, si c'est rien de tout ça, là vous pouvez mettre une div, parce que c'est générique et que c'est pas un élément particulier qui a du sens. Mais en fait, il faut essayer de trouver le plus possible une balise qui représente notre intention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut insérer dans notre page. Donc ça demande de réfléchir un peu. Mais là, plutôt que de mettre un span basique avec une propriété pour le mettre en gras, en fait, ce que je veux, c'est dire que c'est un élément important, ce que tu disais Nicolas tout à l'heure, strong, et en plus, je peux le styliser après. Donc là, je ne l'ai pas fait dans mon exemple en Promise, mais je pourrais lui rajouter une classe en plus. Ouais, c'est ce que dit Emmanuel dans le chat, effectivement, là, c'est vrai, si tu, c'est Alexis d'ailleurs qui dit ça, si jamais tu as quelque chose qui dit le strong dans ton projet, il y a un font whiteboard pour le mettre en gras, par exemple, et effectivement, si d'un seul coup, l'entreprise choisit que au niveau du design system, on ne va pas mettre des trucs importants en gras, mais on va le mettre d'une couleur bleue, par exemple, dans ce cas-là, tu te changes à un seul endroit et puis tout le projet est mis à jour. Et tu n'as pas à aller regarder, mince, est-ce que j'avais utilisé la balise strong, est-ce que j'avais utilisé une classe pour mettre le truc en gras, etc. Et c'est là où ça peut être très dangereux si jamais il y a 10 manières de faire différentes qui ont été faites juste pour mettre du texte en gras, parce qu'après, à maintenir, ça va être horrible. Donc effectivement, il faut être d'accord tous ensemble dans l'équipe sur une manière de faire pour faire ça et s'en resservir le maximum du temps. Et puis ce qui est intéressant aussi là, c'est que du coup, peu importe l'emplacement où il est dans ma page, si je veux retrouver mon élément et dire je veux mon paragraphe ou mon article ou ma section, quand je veux tester en fait quand je veux tester mon UI, en fait, je n'ai pas besoin de chercher tout le chemin. Je sais que c'est un article, que c'est une section particulière que je veux chercher avec mon sélecteur. Je n'ai pas à chercher la classe strong, la classe machin. Je peux me baser soit sur la sémantique, soit sur le contenu directement, en fait. Je suis moins dépendante d'implémentation. Du coup, mon test, il va être un peu plus solide. Tout à fait. On y reviendra à la fin. Il y a des pratiques sur la partie sélecteur, justement, pour les tests end-to-end avec Cypress, etc. Où ça va remonter pas mal de sujets aussi. Nicolas, du coup, de ton côté. Le sujet est presque le même, en fait. Exactement. Ouais. Transition incroyable. Transition incroyable. C'était presque préparé. Oui, le sujet est au fond le même. Là, on parlait de balises pour faire des choses qui ne sont pas les bonnes. Il y a des balises qui s'incrémentent d'une certaine façon, enfin qui s'imbriquent d'une certaine façon. Par exemple, quand on va déclarer une liste d'éléments, le seul élément HTML qu'on peut mettre à l'intérieur d'un UL, c'est un ELI. Ça, c'est des fois des choses qu'on voit aussi. On va déclarer que c'est une liste de quelque chose, et dedans, on a des divs, et dedans, on a les ELI. Ce n'est pas un code qui est correct en termes de validation HTML, parce qu'il y a des imbrications qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Comme on ne peut pas mettre une div dans un select, ça n'a aucun sens, et dans un UL ou un OL, ce sont des ELI, tout simplement. On en a d'autres avec les DT, DD, des choses comme ça. C'est bien prendre ça en compte quand on va faire notre HTML, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans certaines balises. Ok. Sinon, tu vas avoir un souci d'affichage ou il y a des risques que ça ne marche pas du tout? Affichage, parce que HTML, il est assez résilient, on va dire. Il échoue silencieusement. Donc, il affiche les choses quand même. C'est, entre guillemets, la faiblesse et la force d'HTML aussi, c'est que ça ne pète pas les pages. Mais voilà, c'est pas correct en termes de validation, et en accessibilité, c'est mauvais. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, heureusement, on a des linters qui nous aident. Oui. Ça, Si pour ça, effectivement. Déjà, rien ne remplace l'expérience et le fait de se documenter, mais après, il y a des linters et des formateurs très utiles pour ça. Il suffit de les câbler, donc ça pourrait être un autre gros sujet, le fait d'utiliser des linters, mais moi, ça m'a aidé à apprendre à bien coder d'utiliser des linters, et peu importe le langage d'ailleurs. Ouais. Du coup, vous pouvez vous baser dessus. En plus, avec les idéaux modernes maintenant, on a des suggestions et carrément des explications quand on a notre code qui n'est pas correct. Et en plus, on peut le régler, ce linter, pour suivre nos conventions. Donc, par exemple, celle qu'on est en train de définir aujourd'hui avec vous, ça peut très bien être direct qu'on ajoute dans notre linter. Et du coup, quelqu'un qui arrive sur le projet et qui n'a pas forcément eu l'historique ou les échanges qu'on a pu avoir là, et du coup, peut avoir ces règles qui s'affichent là. Et en plus, c'est pratique que Promise peut suggérer dans l'idée. Exactement. On peut le faire directement avec Promise. En fait, toutes les pratiques qu'on a validées aujourd'hui, on peut dire, voilà,
on les affiche quand il y a un UL qui est ensuite suivi par une div et donc pas par un LI. On peut le faire. Alors, Promise, c'est pas un linter, hein, je le précise, c'est plus, on va dire, quelque chose qui va nous pousser des pratiques automatiquement en fonction de systèmes de regex très simples. Donc, évidemment, on ne va pas aussi loin que ESLint ou Sonar ou des outils comme ça. Par contre, ça permet de mettre en place des pratiques très différentes de ce qu'on va retrouver dans les linters de base, qui couvrent qu'une petite partie, on va dire, des différentes règles. Et comme tu disais, Manon, ce qui est important après, c'est l'expérience et l'expertise de tout le monde. Donc, de pouvoir se partager cette connaissance pour automatiquement être capable de savoir si c'est bien ou pas ce qu'on est en train d'écrire. Par contre, quand c'est des choses très simples à identifier, évidemment, utiliser un linter, utiliser un système de formatage automatique, tous les trucs automatiques que vous pouvez faire, faites-le parce qu'évidemment, ça va vous gagner du temps. Et ça va vous permettre de réfléchir à autre chose. Maintenant, si vous mettez des divs dans des UL, il y aura marqué Nicolas, attention, etc. Attention. Exactement. Contactez-moi, je vous expliquerai avec plaisir. Voilà. Donc là, effectivement, tu avais l'exemple positif en mettant les divs dans le LI qu'il y a derrière. Hop. Voilà. Très bien, donc ça c'était l'exemple positif. Nicolas, better sizing of your elements in CSS. Alors, qu'est-ce que tu as voulu dire? Pas vraiment une bonne pratique, enfin c'est une bonne pratique. Disons que c'est plus un petit tips que j'ai voulu aussi refaire passer comme ça. C'est que c'est des cas d'usage qu'on a très fréquemment et je le rencontre aussi parce qu'on est en train de former pas mal de gens en ce moment chez Zenica. Quand on commence à faire du CSS et du sizing dans CSS, on va des fois vouloir mettre qu'un élément fasse 100% de la largeur de son parent, pour une raison qui nous est chère. Et on va vouloir lui ajouter du padding, et là on ne comprend pas pourquoi l'élément il dépasse. Il dépasse de son parent, il est plus grand, plus petit, donc on en vient à mettre des widths 100% moins de EM avec des calculs et des trucs un peu chiadés comme ça. Ça, c'est lié au moteur classique CSS qui va interpréter les tailles comme des tailles des vérités. Et tout ce qui va être padding et margin vont être des choses qui vont être additives par défaut. Donc ça va ajouter à l'élément une taille plus grande. Donc pour ça, il y a une solution qui est simple, c'est d'utiliser le box sizing border box, qui nous permet de dire que les tailles qu'on définit sont les tailles définitives. Et donc tout ce qui va être padding, margin, ce sera soustractif. C'est-à-dire que notre élément fera toujours 100% de son parent, mais il aura un padding à l'intérieur. Ça évite beaucoup de problèmes, notamment en responsive, quand on veut rajouter du padding sur mobile et que d'un coup tout dépasse, on en vient à mettre des styles et potentiellement le risque, c'est de mettre du important derrière. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une pratique de base. Il y a beaucoup de frameworks CSS qui utilisent ça de toute façon. Le box sizing, border box, on l'a un peu partout. Dans les resets aussi, tu vois. Ouais. Ce genre de truc. C'est une petite piqûre de rappel. Effectivement, c'est vrai que sur des projets, des fois, on a tellement cette règle par défaut qu'on oublie que des fois, quand on démarre un autre projet, on ne se rend pas compte de pourquoi est-ce quand on met du padding, il y a tout qui casse au niveau data, il y a tout qui dépasse. Et c'est effectivement la propriété box sizing. En réalité, on la change très rarement, je pense. Ça m'étonnerait que dans un projet, il y ait besoin à plein d'endroits d'avoir un box sizing différent, peut-être à part pour des composants un peu particuliers. Ça peut en vrai, mais c'est assez rare. On peut partir du principe que cette règle qui est assez violente, faut dire, le étoile, c'est un peu vénère quand même. Ouais. C'est pas une bonne pratique. C'est pas une bonne pratique. Bien sûr. Ouais. Moi, c'est le seul cas d'usage où j'utilise le étoile, mais j'avoue qu'on pourrait faire un inherit sur ça et mettre plutôt ça sur le HTML. Ouais. Alors, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Enfin, Alexis a partagé un exemple dans le chat ça, avec un HTML box sizing border box et ensuite un box sizing inherit dans les autres composants. Tout à fait. Merci pour le tips, Alexis. Merci, Alexis. Ça évite de faire un sélecteur un peu violent comme ça. Ouais, et puis ça permet d'hériter du parent et derrière de pouvoir surcharger à la volée dans différents cas. Exactement. Hop. Donc là, une pratique que j'ai remontée, plus sur du SCSS directement. C'est vrai qu'on parle surtout de HTML et de CSS, mais ouais, c'est un petit point sur de SCSS, évidemment, si vous l'utilisez. Je ne sais pas d'ailleurs, Nicolas, Manon et François, c'est quelque chose que vous utilisez par défaut sur des projets? Ouais. SCSS. SCSS et Melvin en cascade aussi qui utilise que SAS, qui n'utilise pas de collade, etc. Il faut que je m'y mette parce qu'il paraît que c'est super bien. Ah, Il y a deux écoles. Faut aimer, voilà. C'est comme Pug et HTML. C'est comme le point virgule en fin de ligne en JavaScript. C'est ça. C'est comme les gens qui font du Python qui n'aiment pas mettre. Mais si on commence à partir là-dedans, c'est un débat de 2 heures. Voilà, Ouais. c'est plus ou moins la même chose. C'est un préprocesseur
qui permet d'ajouter de l'héritage, d'autres fonctions, des mixins, des variables et des scopes dans du CSS. Ok, ouais. Qui Je après connaissais même pas, tu vois. compiler et transformer en CSS après, par un Vite, un Webpack, ce que vous voulez. Et effectivement, alors nous, c'est ce qu'on utilise depuis le début, depuis des années. Et ça permet de faire des choses assez facilement, notamment de définir ce qu'on appelle des variables, tout simplement pour les couleurs, pour les tailles, pour un peu n'importe quoi, ou des mixins qui vont contenir carrément des règles. En fait, ça va être des fonctions qu'on va pouvoir appeler. C'est celle qui a ligne 5 ici, par exemple, je fais @include promise background. Et en fait, je vais intégrer tout le style de background qu'on a par défaut, qui contient un mélange d'images, de box shadow, de choses comme ça. Et ça, on peut lui passer des paramètres derrière. On pourrait y revenir après sur la partie mixing. Mais effectivement, la pratique qu'on pousse assez rapidement chez nous, et on essaye de faire en sorte que tout le monde qui arrive du coup le fasse, c'est que chaque couleur, on force les gens à utiliser vraiment des variables pour gérer les couleurs. Et la raison, c'est pas uniquement en termes de maintenabilité pour pouvoir de changer à un seul endroit et que ça soit mis à jour partout dans le site. C'est aussi qu'on a eu pas mal de soucis avec des écrans, des fois qui sont faits dans Figma ou qui sont faits sur des images ou sur d'autres outils. Et en fait, quand on inspecte avec un color picker, on n'a pas forcément les mêmes couleurs qui sont reprises. Et on se retrouve à avoir 4 ou 5 bleus différents qui ont des teintes un petit peu différentes. Et ça, c'est assez problématique en termes d'UX. C'est bien d'avoir une palette de couleurs et de s'y tenir. Et donc, souvent, on se retrouvait avec plein de couleurs comme ça qui divergeaient dans l'application. Maintenant, effectivement, on dit, bah non, on utilise des couleurs par défaut. Et quand on veut en rajouter, évidemment, on peut le faire. Mais on doit expliquer pourquoi aussi. Parce que le but, c'est pas qu'on se retrouve avec 200 ou 300 couleurs différentes. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Et d'ailleurs, ça nous amène, par cette jolie transition, à ta pratique, François, qui est du coup la même, mais avec des variables dans CSS. Un truc que je connaissais pas il y a quelques mois. Et je savais pas qu'on pouvait le faire en fait en CSS directement. Je pensais que c'était que en SCSS. Et ouais, les puristes te diront que maintenant, les variables CSS, c'est le feu. C'est ce qu'on utilise pas mal chez OVH actuellement. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre d'être scopé en fait. On peut désigner, alors là je l'ai fait dans le root, donc à la racine directement. C'était une couleur de foreground et une couleur de background, qui sont en dur d'ailleurs, cela dit, hein, on pourrait le faire autrement. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir travailler directement avec ces variables-là tout au long de ce qu'on va faire en CSS. Et on passe par en fait une fonction CSS qui s'appelle var, qui va permettre d'aller chercher la valeur liée à la variable CSS. Donc, par exemple, là sur le body, on a mis une foreground color. On va aller chercher la foreground color. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que var intègre aussi le fait de pouvoir avoir un fallback. Là, j'ai mis la couleur white. Ah, c'est ça le. Que vous voulez. Ce qui fait que, par exemple, si la couleur de foreground, pour quelque raison que ce soit, n'existe pas, eh ben, il va pouvoir fallback sur autre chose. Alors là, j'ai mis juste la couleur white, c'était le plus simple. Mais ouais, ça permet d'anticiper le fait que ça peut ne pas marcher dans ces variables-là. Ok. Autre chose qui est aussi intéressante, c'est, j'ai mis un peu pêle-mêle tout ça, mais c'est plein de petits tips aussi. En dessous, dans le bouton, j'ai mis color égale current color. Et en fait, c'est un peu le même principe que inherit, mais pour les couleurs. C'est-à-dire qu'il va récupérer la couleur d'au-dessus, à savoir celle du body, en supposant que le bouton est dans le body. Et donc là, en fonction de la couleur parente, ça va appliquer ce qu'il faut, quoi. Et aussi, current color, c'est toi qui l'as désigné du coup, current color, ou c'est current color, c'est en CSS de base. D'accord. Je connaissais pas. CSS de base. Et enfin, le truc en fait qui fait que c'est super intéressant d'avoir les variables, c'est déjà tu as un seul endroit pour définir ta variable. Et en plus, ça te permet de, en fonction de tes situations, de pouvoir les utiliser comme tu veux. Et c'est ce que j'ai fait juste en dessous. C'est-à-dire que j'ai préparé un dark theme du bouton. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le dark theme en inversant les variables qui sont désignées, de dire, ma background color, ça va être vraiment la background color, et la color sera le foreground, alors que j'ai fait l'inverse avant.
Voilà. Ok, ouais. Pour le dark theme, on aurait même pu faire différemment, c'est-à-dire que quand on est en préfère color shape dark, redéfinir les variables aux routes, C'est vrai. et du coup, tout notre site s'adapte automatiquement. C'est ça la grosse puissance de la variable CSS par rapport à la variable SCSS, c'est qu'elle est dynamique et elle est disponible côté client. Donc si on la change la valeur, tout le reste s'adapte, quoi. Mais vu que c'est SCSS, il est compilé, une fois que le CSS est sorti, il n'y a plus de variable, donc c'est pas dynamique. C'est ça. Et on peut rescoper en fait Ouais. à tel ou tel. Mangez-en, ça fait du bien. Ah ouais, c'est top. Hein. Ce que dit Alexis aussi dans le chat, effectivement, la vraie différence avec le SCSS, c'est que le SCSS qui est compilé, effectivement, c'est pas dynamique et des variables CSS de base comme ça devient dynamique, donc tu peux faire plus de choses avec, effectivement, tu peux rendre plus de choses dynamiques. C'est ça, c'est que c'est pérenne au run, alors que les autres, ça va être uniquement à la compilation. Quoi. Ouais. Donc effectivement, les deux peuvent cohabiter. Par exemple, sur un projet auquel j'ai travaillé, on avait des grosses mixins SCSS à partir d'une couleur, d'une variable SCSS, générait pas mal de custom prop CSS avec donc le HSL, la hue, la saturation et la light de la couleur pour pouvoir gérer des variances de cette couleur derrière. Donc en fait, à partir d'une couleur, on générait 5 ou 6 clés différentes pour pouvoir manipuler ça derrière en CSS de manière dynamique. Donc les deux peuvent cohabiter tout à fait. Ouais, pour la génération de design system, c'est qu'on se base sur un mixin SAS qui va justement générer toutes les nouvelles variables pour se dire, ben voilà toutes les palettes de couleurs, voilà toutes les tailles, voilà, etc. Et c'est des variables CSS, et l'intérêt, c'est que si demain, par exemple, on vient mettre la base des variables CSS, elle peut être quand même surchargée par l'utilisateur s'il y a des cas particuliers, par exemple. Et au moins, ils ont cette base-là. Si vous Et là, on c'est un langage de programmation. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres preuves. Tout à fait. Et puis, ouais, c'est super important quand même de préciser que ça se fait pour les couleurs, mais parce que là, Ça c'est se fait des codes couleurs, mais ça se fait pour tout. Ouais. Tu peux mettre ce que tu veux derrière en valeur. Ouais. Évidemment. Hop. Mais comme tu dis, Manon, effectivement, maintenant, sur la plupart des projets qu'on voit en ce moment, le code du front-end est souvent plus complexe que le code du back-end, même si dans le back, il y a des microservices de l'architecture hexagonale ou ce que vous voulez. Quand on commence à avoir de la clean architecture en front, avec du React ou du Angular, avec toutes les histoires de sécurité, d'accessibilité, de performance, de Redux, de tout ce qu'il y a derrière, en fait, ça complexifie énormément tout ce qu'il y a derrière. Donc, si on peut simplifier la vie en faisant du code qui est maintenable au moins sur ces parties-là, déjà, c'est une bonne chose. Et il ne faut absolument pas dénigrer. Comme les gens, effectivement, qui disent, en fait, non, ce n'est pas du code, donc on n'a pas besoin de faire du clean code, entre guillemets, sur du CSS ou du SCSS. En réalité, après, à maintenir, c'est juste une horreur. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais de toute façon, c'est dur de faire simple. Mais on voit que les frameworks JS modernes, ils ont des différentes approches sur la façon d'appliquer le style. J'ai pas fait beaucoup de React, mais de ce que j'ai vu, il y a plein de façons d'appliquer du style aussi. En Vue, on va avoir le template, le script et le style dans le même élément. Enfin, chacun a son approche et du coup, à vous de définir la vôtre en équipe. Mais comme quoi, on rajoute de l'intelligence en fait sur des éléments qui étaient considérés jusque-là comme annexes ou juste. Je vais prendre un mot que je déteste pour ça, mais pour du sexy. Je déteste ce mot pour les applications, mais en vrai, on voit qu'en fait toute partie d'une application, elle est en fait sujette au craft et à la réflexion d'équipe. Et c'est ça que je trouve bien. Je trouve ça vraiment, on le voit dans toutes les pratiques depuis tout à l'heure. Donc allez-y, rajoutez de la qualité, prenez-vous la tête, réfléchissez à vos nommages et votre archi. Vous en serez que plus à l'aise après. Ce que dit Antoine, si c'était si simple, on ne ferait pas un atelier. Et les ateliers craft, chez nous, on en fait toutes les 2 semaines depuis peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça. Et en fait, au bout de 6 mois, on n'a pas fait le tour de toutes les pratiques de développement. Évidemment, là, ça fait 2 ans. Et chaque atelier, on voit de plus en plus de choses. Dès qu'il y a un bug qui est remonté ou quoi que ce soit, on le remonte comme une pratique ou comme un sujet de discussion. Puis on voit pourquoi ce bug est arrivé. C'est peut-être une requête SQL, c'est peut-être n'importe quoi. Mais il y a tellement de choses à voir et tellement de frameworks et ça bouge tellement vite que c'est impossible aujourd'hui pour quelqu'un de normalement constitué de tout connaître juste dans le secteur dans lequel on travaille. Si c'est que du front ou que du back, il y a déjà beaucoup de choses. Et rien que l'atelier qu'on fait aujourd'hui, là, on passe assez rapidement pas mal de pratiques, mais sur chacun des sujets, on pourra en parler pendant des heures quand on parle de tests ou d'accessibilité ou quoi que ce soit. Donc, c'est là où, effectivement, le but, c'est d'y aller petit à petit, c'est de faire des échanges comme ça sur ce qui est le plus important et plus facile à faire en premier.
et petit à petit de creuser, d'aller sur des sujets un peu plus compliqués, de trouver d'autres sujets encore. Mais voilà, c'est important d'y aller petit à petit et de suivre aussi le rythme de l'équipe qui est derrière. Alors, prochaine pratique, François, sur accessibilité, justement. Aïe, 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 aïe. Alors là, celui-là, tenez-vous à vos ceintures. En gros, l'idée, c'est que, certes, on vient remplir des HTML, mais il y a aussi des lecteurs d'écran. Donc, pour tout ce qui est accessibilité, on vient lire tout l'écran, toute la sémantique de l'écran, et le rendre directement via les lecteurs d'écran. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, alors déjà, la très bonne pratique, c'est de faire un lien où il y a marqué « cliquez ici » sans contexte. Alors ça, c'est incroyable. Déjà, celui-là, c'est le top 1. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mettez du contexte autour du lien parce que ça se peut que en UI, ça se voit qu'il y a du contexte, mais derrière, il va falloir plus que ça pour pouvoir faire comprendre à l'utilisateur que cliquer là, ça va lui permettre de passer à la page suivante ou d'accepter des conditions ou whatever. Il y a différents attributs vis-à-vis d'une balise, que ce soit le bouton, les liens, etc., qui permettent justement de pouvoir décrire ça. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est la priorité en termes de lecture d'écran. Donc, par exemple, on peut utiliser l'attribut title, l'attribut ARIA label, qui est assez connu, et aussi l'attribut ARIA label by. Et en fait, en fonction de ce que vous allez mettre, le lecteur d'écran va prioriser avec un arbre de priorité qui est le sien, à savoir qu'il va prendre en premier le label by, le ARIA label par la suite, le contenu du lien, du bouton, whatever, et le title à la suite, quoi. Ce qui fait que si vous avez plusieurs choses qui sont décrites dans plusieurs attributs, eh ben, il va prendre que le premier qu'il va trouver. Et typiquement, ARIA label by, comment ça fonctionne? On vient mettre un ID qui renvoie au contenu qui est lié. Ce qui fait que là, actuellement, si on prend ce bouton-là, enfin ce lien-là plutôt, le lecteur d'écran, il va lire Next Process Page parce qu'on a mis dans le ARIA label by Toto, qui est l'ID de la div qui est juste au-dessus. Et, voilà. Et il va skipper tout le reste, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Go to Next Page, pas de Link Title, ni de Click Here. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe là-dessus, de ne pas se marcher sur les pattes pour la priorité, quoi. Et tu as un seul truc qui est lu, quoi, c'est ça. C'est vraiment une priorité en mode le premier qui est trouvé, il est. Alors là, ce que j'ai fait, en soi, c'est pas une bonne pratique parce que je vous ai montré tu as mélangé plusieurs trucs. Tous les attributs. Mais on peut le faire, hein. Il n'y a rien qui empêche de le faire, mais c'est juste que ça ne servira à rien pour la plupart. Et c'est quoi, de ton point de vue, hein, la meilleure pratique justement pour tout ce qui est lecteur d'écran? Est-ce que c'est d'utiliser juste l'ARIA label à chaque fois? Est-ce que vaut mieux utiliser le contenu de la div parente avec l'ID Toto ici? Ou alors il faut utiliser juste des titles? De ton point de vue, c'est quoi? Je pense que ça va dépendre vachement du contenu, en fait. Parce que si, par exemple, tu utilises le label by, ça suppose que tu as un ID. Alors, tu as un ID qui déjà explique quelque chose. Donc, ça le renvoie vers là. Et typiquement, tu as mis un texte avant dans le DOM qui explique ce que va faire le bouton par la suite. Et ben, tu ne veux pas le remettre dans un ARIA label, tu vas le cibler via l'ID pour pouvoir faire un lien direct. Et le lecteur d'écran va direct comprendre que ça se passe comme ça. Ou alors faire du texte un peu plus long. Ça permet aussi ça, c'est que ça renvoie vers un ID où c'est bien décrit. Et il y a aussi ARIA Describe de by qui vient, en plus du label by, mettre encore plus de contenu vis-à-vis de la balise. Je ne l'ai pas mis là, mais c'est une priorité équivalente. En règle générale, le ARIA label fait l'affaire, sachant que c'est juste mettre plus de contexte que ce qui peut être visible pour tout un chacun. Si vous avez un bouton qui est déjà clair dans son contenu, on peut utiliser que le ARIA label. Voilà. Évitez les click here ou les 6 morts partout, quoi. C'est ça.
Et puis si le lien est déjà assez concret, ben, ça peut se suffire à lui-même. Ok, ouais. Très clair. Je vois qu'il y a pas mal de messages dans le chat. Pour y revenir par la suite. Il y a Alexis qui parle aussi de Aria Describe By. C'est ce que j'ai. Et oui, et puis il y a le différent. bon et le mauvais aria, mais on n'est pas là. Pour parler des Aria. Si on utilise bien la sémantique HTML, on n'a pas besoin de mettre autant de RIA. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. un équilibre à trouver. Ce que dit Marjorie, trop d'Aria peut tuer l'accessibilité, Exactement. effectivement. Peut-être du contenu clair, ça suffit en général. Mhm. Un bon Tout à DOM. fait. On en revient toujours au DOM, hein, finalement. Mais après, le meilleur truc à faire, c'est clairement, tu t'enlèves ton CSS, t'enlèves tout, et tu te dis, est-ce que c'est compréhensible? Ouais. Voilà. Sens. Là, tu vas débunker pas mal de choses, et puis au moins, tu vas élaguer tout ça. Il y avait une très très bonne conf d'ailleurs au DevFest Nantes cette année sur le fait d'utiliser le plus, comment dire, de revenir au plus simple possible. Alors, tout ce qu'on peut faire en HTML, on doit le faire en HTML. Si après on a besoin de CSS, on va rajouter du CSS. Mais si on peut le faire en HTML sans CSS, c'est parti. Et après, on va rajouter du JS si CSS et HTML ne suffisent pas. Mais toujours rester le plus simple possible. J'enverrai le lien en commentaire après cette conférence-là et que j'ai trouvé hyper bien. Des fois, on utilise des librairies alors qu'on peut faire des choses tout simplement avec deux balises. Revenir à la sémantique DOM, c'est souvent une très bonne pratique. Select option. Ouais. En vrai. Complètement. François, derrière, Transformation Properties. Alors ça va probablement être encore un débat, mais je ne suis pas trop pour le Transition All pour des raisons de performance. Parce qu'en fait, là, ça veut dire que toutes les propriétés vont être appliquées sur la transition. Donc, il va potentiellement y avoir un changement de scope sur toutes les transitions qu'on va faire par la suite. Ce qui serait plus intéressant, ce serait de dire, bah, par exemple, dans l'exemple qu'on a là, il n'y a que la background color qui va changer au hover. Eh ben, on peut se permettre de cibler uniquement la transition sur le background color au lieu de mettre un all, quoi. Tu as juste à remplacer le all, c'est ça, par. Background color, exactement. Ouais. Ah oui, et tu peux en mettre plusieurs ou tu es obligé d'en Tu peux en mettre sélectionner? plusieurs, c'est séparé par des virgules. Ouais. Donc il faut mettre, Ah oui, d'accord. en entier, c'est-à-dire qu'il faut mettre background color is in out .2 secondes, Ah d'accord. virgule, la même chose pour color, la même chose, etc. C'est un peu verbeux, j'avoue, mais au moins ça permet qu'on cible les propriétés d'animation qu'on veut faire et pas toutes, parce que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a énormément de propriétés différentes et que ça alourdit la page. Et alors, petit bonus que je vous ai mis en bas, c'est que j'ai mis une variable CSS. Je fais les liens avec mes trucs. Hein. Une variable CSS de durée de transition. Alors, clairement, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer d'utiliser côté design system, c'est-à-dire qu'on a une variable globale qui dit toutes nos transitions font 200 millisecondes. Et rebelote, je fais que les liens, mais pour l'accessibilité, c'est mieux de ne pas en avoir des transitions. Et donc, du coup, avec cette variable-là, on peut, de manière dynamique, mettre 0. Et comme ça, on n'a plus de transition à gérer. Tout partout, toutes les transitions vont être enlevées et on n'aura plus à gérer ces transitions dans ces cas-là. Ah, c'est pas mal, ouais. Tu pourras avoir juste une option, par exemple, pour de l'accessibilité qui serait je désactive toutes les transitions du site. Oui, du coup, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. C'est-à-dire qu'en haut de la page, on peut te permettre de désactiver les animations assez facilement. Super, ouais. Effectivement, ouais. Et là, on voit bien, comme tu disais Manon, que voilà, ça commence à ressembler de plus en plus à du vrai code, entre guillemets, parce que tu commences à mélanger, tu vois, des variables, puis plein de mécanismes derrière. Et ça rend le code derrière très maintenable. Mais il y a plein de pratiques à appliquer, évidemment, pour tout ça. Là, tu vois que c'est pas juste du style, tu rajoutes de l'intelligence et du comportement derrière, de la performance et de l'accessibilité. Donc oui, c'est une simple ligne CSS, tu rajoutes beaucoup de choses en fait. Exactement. Et à comment fonctionne le navigateur lorsqu'il va interpréter notre CSS. De mettre un transition all, ça donne aussi l'indication au navigateur que potentiellement il y a beaucoup de choses qui vont se transitionner. Donc lui peut se préparer à faire la transition sur plein de trucs et allouer plus de mémoire en fait à ce qui pourrait se passer
alors qu'il va peut-être à rien se passer. Mm. Donc c'est entre guillemets de l'optimisation inutile, quoi. Donc ça fait l'inverse. Il y a aussi une propriété CSS. Alors là, peut-être que le chat va pouvoir nous aider, mais c'est justement de pouvoir préparer le navigateur pour dire bientôt ça va changer. Ouais. C'est will change 2 points et du On coup a- on met la propriété. C'est ça que tu voulais Ouais. dire? Bah, ça, en fait, le transition all, il fait plus ou moins ce truc-là. Alors, en fait, après, il y a des super confs, il y a notamment une conf d'Anthony Loquas qui part sur comment fonctionne un navigateur sous le capot. Et il parle de l'interprétation de chacune des couches, avec les couches de rendu, etc. Je vous inviterai à aller la voir. C'est lié à ces trucs-là. En fait, le navigateur, il va interpréter notre code pour préparer des choses qui pourraient se passer. Et donc, mettre un transition all ne lui donne pas les bonnes indications. Parce qu'on ne va pas tout transitionner, en fait. Donc, en lui mettant juste transition background color, il sait qu'il n'y a que ça qui va changer. Donc, il peut se préparer à changer ça. Ah, super intéressant, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de 5% des gens qui soient au courant de tout ce que vous venez de dire. Vu toutes les personnes avec qui on parle effectivement sur ces sujets-là, souvent on reste très en surface. Et donc là, il y a de l'expertise qui se crée. Et comme tu dis, c'est en participant à des conférences, en regardant un petit peu ce qui se passe, en lisant pas mal de choses autour. Donc c'est important de partager ça avec les autres, parce que clairement, tu vois, je ne savais pas vraiment comment ça marchait perso derrière. Donc super intéressant. Oui, on effectivement, est en termes parti de peur. des règles simples et là, on va un peu plus dans de l'avancée. C'est du deep dive. Ouais, là, ça commence à creuser un peu. Je vois l'heure, on a dépassé un peu. Sachez qu'il y aura un replay si jamais vous devez quitter le webinar. C'est enregistré, Malheureusement, c'est enregistré, donc vous pourrez retrouver la fin si jamais vous devez partir. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'ai pas stoppé à 30 ou même un peu après. Je me dis, à la limite, comme ça, on va jusqu'au bout et puis ce sera enregistré. Donc, si jamais vous devez partir manger, mais c'est vrai que nous, on n'en a pas besoin parce qu'on va pas manger entre midi et 2, c'est ça, hein, Peut-être nous, tous les on soirs. Donc, mais il y aura le replay disponible, donc il y aura la conférence entière, effectivement, qui sera transmise. Donc là, ce que j'ai remonté, donc c'est pas une pratique, c'est pour ça que c'est remonté en bleu. C'est une question que j'avais sur le code, parce que je me pose la question justement de comment on fait lorsqu'on veut faire des tests end-to-end avec des outils comme Cypress ou Selenium ou n'importe quel type d'outil qui va faire des tests automatisés. Comment est-ce qu'on fait pour aller justement identifier et sélectionner les bons éléments, parce qu'on a vu plein d'entreprises faire toujours différemment. Il y en a qui utilisent des classes CSS directement et qui ont des listes de sélecteurs qui font 2 lignes. D'autres qui utilisent justement la structure HTML. J'ai vu que Cypress préconisait dans sa documentation d'utiliser des éléments qui ne changent pas régulièrement, premièrement, et ils mettent en exemple le data-CI. Bon, là, c'est pour Cypress, mais ce serait du data-test ou du data-test-ID, par exemple, ou n'importe quoi, qui sont en fait des attributs HTML qu'on rajoute nous-mêmes, donc des attributs custom, mais qui serviraient que pour les tests. Donc, d'après leur système, j'ai l'impression qu'ils sont en train de pousser, c'est la bonne pratique. Mais qu'est-ce que vous en pensez, du coup, tous les trois? Est-ce que vous avez des manières différentes de faire? Moi, le nommage est peut-être différent, mais dans les grands traits, je fais comme ça aussi. Okay. Comme ça, tu n'es pas proche de l'implémentation. Si jamais demain, pour une raison X ou Y, tu dois changer même la balise, par exemple, si tu te réfères à H1, par exemple, demain, tu veux mettre un H2 ou tu passes un P à Ocho, bref, qu'importe, ou tu changes la classe pour une raison sémantique, ou parce que, effectivement, une des bonnes pratiques était c'est du BEM, tu ne l'as pas fait, tu changes la classe, bah, en fait, tu foires ton test end-to-end, alors en soi, tu n'as pas modifié de comportement vraiment. Donc, le fait d'être moins proche de l'implémentation fait que, comme disait Manon tout à l'heure, ton test il est peut-être plus pérenne. Donc, moi, j'aime bien cette méthode-là. Maintenant, effectivement, il y a des pour et des contre. On trouvera forcément des contre-exemples ou des fois où ce n'est pas utile. Là où ça peut être embêtant, c'est pour des collections. Tu es obligé de générer un ID pour chaque élément de ta liste, par exemple. Après, tu peux mettre ton ID au-dessus et sélectionner le premier élément. C'est ça. Mais du coup, tu es obligé de passer par un sélecteur. Ouais. Et toi, François? Data test ID, ouais. Donc c'est à peu près le même fonctionnement que vous. Eh ben, moi, je ne vais pas faire tout à fait comme ça. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis avant de parler. En fait, j'ai découvert depuis quelques mois un outil de test end-to-end qui s'appelle Playwright, qui est propulsé par Microsoft, que les anciens ne peuvent pétir. En fait, de ce que j'ai vu dans leur documentation, ils utilisent beaucoup ce qu'ils appellent des user-facing attributes. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser effectivement ce qu'on appelle le XPath, donc tout le chemin du DOM ou toutes les classes CSS, mais se baser par exemple sur l'attribut texte pour des éléments dont le contenu est connu à l'avance. Donc, je vais faire un mix en fait. Je vais utiliser souvent le contenu ou un data test ID
Et des fois, je vais utiliser des sélecteurs CSS. Le problème de ça, c'est qu'il faut avoir vraiment un DOM hyper propre avec des classes bien nommées, parce que sinon, on devient dépendant, comme disait Nicolas, de l'implémentation. Et dans ces cas-là, notre test peut casser à partir du moment où on change le DOM. Du coup, c'est encore une fois des conventions à décider en équipe. Aujourd'hui, dans l'outil de Playwright, ils utilisent beaucoup de sélecteurs différents. Je vous invite à voir leur documentation parce qu'elle vient de changer. Ils ont rajouté beaucoup de sélecteurs qui se basent sur Testing Library. Et du coup, on a du get by text, etc. Ça change. Et on peut aussi se baser sur les attributs ARIA aussi. Donc, il y a beaucoup de façons de récupérer, de sélectionner nos éléments. Et je pense qu'il faut toujours penser à ce qui va le moins changer. Encore une fois, si on se base sur le texte, il est possible de se baser sur les traductions aussi pour que notre test fonctionne dans plusieurs locales différentes. Donc, ça va dépendre en fait de votre application. Effectivement, ouais, sur Playwright, il y a vraiment pas mal de documentation à ce sujet, hein, sur prioriser des user-facing attributes. C'est ça. Donc, on a des exemples à l'écran. On va voir le texte. Donc là, c'est des locators, mais la dernière version, on a, au lieu du page locator et de l'attribut CSS ou de la classe, on va avoir du get by. Et là, ça va être by text ou autre chose. Mais je pense que si tu remontes à droite dans le menu et que tu cliques sur text selector, par exemple, tout en haut. Non. On sélectionne juste par la chaîne de caractères. C'est pas la dernière version de la doc? Je sais plus. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a plein de manières de faire. Des locators et pas des sélecteurs. Locator, voilà, c'est ça, merci. Ok, ouais. Bah, donc voilà. Heureusement, on est backupé par des gens du chat. C'est très bien, merci. On a les backups qu'on mérite. Mais ça fait avantageux aussi de tester par la valeur du truc, c'est qu'on pourrait très bien définir des bonnes pratiques aussi de code, mais aussi d'ergonomie et du UX. Dire que globalement, sur une page qui a un formulaire, le bouton il doit s'appeler d'une certaine façon pour montrer à l'utilisateur qu'on doit enregistrer ou valider l'information. Et donc, on pourrait très bien dire, quand je clique sur valider, le formulaire s'enregistre. C'est ça. Et donc, du coup, ça nous force aussi à faire en sorte que notre formulaire, le bouton de validation, il ne change pas de nom non plus. Donc, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques. Tout dépend des cas d'usage. On ne peut pas faire une règle 0 ou 1, utiliser DataTest ID ou le texte, etc. Mais du coup, comme tu dis, c'est plus cohérent de dire dans mon test end-to-end, je clique sur enregistrer plutôt que de cliquer sur mon button primary, classe enregistrée, classe save. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que et puis surtout, comme tu dis, ça peut changer. C'est beaucoup trop volatile en fait. D'un seul coup, le primary, on le change en secondary. Et le test end-to-end casse, alors qu'il n'y aurait aucune raison de casser en fait. On voulait juste cibler ce bouton-là. Moi, j'utilise beaucoup le test ID pour donner du contexte. Un cas d'usage que je viens d'avoir en tête, que j'ai eu récemment, c'est on est sur une page avec un tableau, il y a un bouton pour ajouter un élément, et on a une pop-up qui s'ouvre quand on veut ajouter cet élément, et on pourrait avoir dans la pop-up un bouton qui contient le texte qu'on voudrait, mais qui soit aussi derrière. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire clique sur l'élément qui contient enregistrer, parce qu'on pourrait très bien l'avoir ailleurs, ou l'avoir dans une des lignes du tableau, pour je sais quelle raison. Et donc, moi, j'utilise aussi le Data Test ID pour donner du contexte, dire que tu peux pas prendre le test ID de la modale, par exemple, et dans ce test ID, tu prends l'élément qui contient le mot enregistré. Donc, on peut mixer les deux comme ça, de manière intelligente, pour pouvoir avoir des sélecteurs qui sont précis et pérennes. Ouais, tu te sers du Data Test ID comme un ID, une encre où tu es vraiment sûr de toi et tu rajoutes quelque chose, et ensuite tu utilises ça. Alors, je ne sais pas pour Cypress, je sais que Playwright, il va te lancer une erreur s'il trouve plusieurs sélecteurs et plusieurs locateurs, et qu'il veut appliquer un clic par exemple dessus, et il va te prévenir que tu as un safe mode, je crois. Et voilà. La même chose dans Cypress. Cypress, c'est capable de te dire si ton élément il y a un overlay par-dessus. Ouais, ok. Bon, voilà. Les outils de test aujourd'hui sont assez puissants pour ça, donc utiliser leur librairie. Il n'y a plus de raison de ne plus faire de test end-to-end maintenant. Plus de raison de ne plus faire de test. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mal dit, c'est bien, on dérive sur le test, c'est très bien. Parce qu'effectivement, tout est lié à ça, parce que si on a on a vu des entreprises qui avaient une structure très compliquée, avec aucune cohérence sur les noms de classe, des choses comme ça, et à tester derrière, c'était une horreur, et du coup, ils ont abandonné Cypress, qu'ils avaient commencé à mettre en place, parce qu'ils disaient, ouais, mais en fait, ces tests sont trop lourds à maintenir, trop lourds à écrire, c'est insupportable, personne n'aime faire ça. Mais si les gens n'aiment pas le faire, c'est que, oui, ça doit être trop compliqué, parce que justement, il y a un problème de clean code, en fait, à la base, et il y a des pratiques qui n'étaient pas bien partagées. Donc, ouais, c'est super important de se mettre d'accord. Comme ici, tu vois, on pourrait se dire, dans notre équipe, si on était dans la même équipe, par exemple, on pourrait se dire, en fait, là, après discussion, on va utiliser des data-test-id
Donc là, en fait, on pourrait créer une pratique qui serait use data-test ID. Et dans la description de la pratique, on dirait qu'il faut l'utiliser comme ça, à tel endroit, il ne faut pas le mettre partout, il faut utiliser aussi des user-facing attributes. Et en fait, c'est ce que tu disais, ce n'est pas toujours vrai ou toujours faux. On a la pratique de base, et dans la description, on aurait vraiment pourquoi il faut l'utiliser, à quel moment, etc. Enfin, on ne va pas le faire, ça n'a pas de sens. Mais... Pour répondre aux commentaires de Jean-François qui parle de legacy code, clairement, si on ne peut pas refactorer toute notre UI, toute la sémantique, rajouter un data test ID, ça me semble être la solution, plutôt que de ne pas faire de test. C'est le plus simple. Après, ces conventions dont tu parles, Arthur, je vous invite à faire quelque chose que j'ai fait dernièrement en équipe chez mon client Athème. On a rédigé nos conventions de code ensemble, donc elles sont nous sur Confluence, mais peu importe. Le fait de les écrire quelque part et d'avoir un exemple, donc ça peut être avec Promise, mais ça peut être avec n'importe quel support. Mais en fait, ça permet de se mettre d'accord et de réfléchir à comment on va faire ensemble et comment, si c'est sur de legacy ou si c'est du nouveau code, comment est-ce qu'on fait pour organiser les choses. Et finalement, le fait de penser par les tests, que ce soit du test unitaire ou du test end-to-end, ça apprend à bien coder. Donc faites des tests. Allez-y. Et mieux encore, essayez de faire du TDD, c'est encore mieux. Et puis, pourquoi pas le faire ensemble en pair ou en mode programming, c'est encore mieux. Et bon, ça, c'est un autre sujet. Temps de passerait pour des prochains meet-ups. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, tu fais bien de préciser, en fait, toutes les pratiques qu'on a créées ici, elles sont accessibles après, du coup, dans la partie directement de pratiques. Donc là, en fait, on retrouve un peu notre référentiel qu'on a derrière avec toutes les pratiques qu'on a validées, à chaque fois avec les exemples, etc. Ces pratiques-là, on va en créer un catalogue qu'on mettra open source sur notre hub communautaire qui est ici. Et du coup, vous y aurez accès à la fin du webinaire. Je m'occuperai sûrement cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver, du coup, en fait, vous allez retrouver le catalogue avec toutes les différentes pratiques. Et si vous utilisez Promise ou même, de toute façon, vous y avez accès ici directement, vous allez retrouver toutes nos pratiques. Mais du coup, vous pourrez les récupérer chez vous, dans vos projets, donc les avoir dans votre IDE ou dans vos outils de revue de code. Donc, je vais partager le lien directement dans le chat maintenant. Donc, elles n'y sont pas encore, mais bientôt, donc, quand on enverra le lien avec le replay à tout le monde, on aura mis le catalogue. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les pratiques qu'on a créées ici. Peut-être qu'on en rajoutera d'autres d'ici là, je ne sais pas trop, ça dépend. Ça dépend. On a l'intention d'en rajouter. Après, on a une communauté qui est dédiée à l'intégration web. On va essayer de contribuer. Après, vous pouvez aussi nous rejoindre si vous avez envie d'échanger sur ces sujets avec nous et d'aller après alimenter le hub de Promise. Go, hein, venez, on est hyper content d'avoir plus de monde. On a un Discord, vous pouvez nous contacter et on vous y ajoutera avec plaisir. On mettra tous les liens en commentaire sous les posts de Promise pour l'événement d'aujourd'hui. Le lien est dans la description. Voilà. Mettez la cloche. Exactement. Non, mais quand on enverra un mail à tout le monde, normalement, il y a tout le monde qui recevra un mail avec le replay et puis on pourra mettre des infos justement dedans. On mettra des liens vers tout ce qu'on a dit. Comme ça, normalement, vous raterez. Dernière pratique, parce que du coup, il est bientôt 14 h. Il y en a peut-être qui travaillent aujourd'hui. Ouais. Quelle est la bonne manière justement d'utiliser Mixin? Parce que ça fait des années que de notre côté, on les utilise pour pas mal de choses. En fait, par exemple, ici, on va dire dans Promise, une carte, ça a un petit peu tout ça. Donc, ça a un background color, etc. Ça a un titre, un footer. Et en fait, on s'en sert de ce truc-là pour l'intégrer dans d'autres éléments CSS. On va dire, tiens, j'ai une modale qui va contenir des trucs qui ressemblent à des cartes. Donc, en fait, on va importer, donc on va inclure cette Mixin pour l'intégrer et on va surcharger derrière en rajoutant du style. Mais clairement, je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire ou si justement il y a des choses à surtout pas faire autour de ça. Je ne sais pas comment vous les utilisez si vous utilisez Mixin. Ça m'arrive. Moi, la seule Mixin que j'utilise encore aujourd'hui, je les utilisais un petit peu à l'époque, mais de moins en moins, c'était soit des Mixin pour remettre à zéro des listes ULLI pour enlever les puces. Ah oui. Ou alors une Mixin custom que j'ai créée qui prend beaucoup de paramètres, qui permet de gérer du responsive en mode mobile first, plutôt que d'écrire @media, screen, n, machin, et tout un tas de trucs compliqués qu'on ne retient jamais, parce qu'on n'est pas non plus des machines. Desktop, mobile, voilà. Alors en fait, j'ai fait une Mixin que j'ai appelée breakpoint, et dans mon élément, je fais include breakpoint, j'ouvre les moustaches, et je lui mets le truc que je veux. Et donc ça, après, ça génère tout ce qui va bien en CSS, et c'est juste beaucoup plus facile à retenir que d'aller retenir la media query toute seule. Ok, alors, effectivement, c'est un bon cas d'utilisation parce que c'est toujours compliqué quand tu veux rajouter des breakpoints à chaque fois. D'ailleurs, c'est encore une autre pratique au cas où sur laquelle on aurait pu discuter, c'est comment est-ce que vous gérez
la partie mobile, la partie responsive, est-ce que c'est dans chaque fichier CSS qui est lié à chaque fois à un composant que vous avez des breakpoints, etc. Est-ce que c'est niveau central, justement, un seul fichier qui contient toutes ces règles et qui surcharge un peu tout? C'est aussi d'autres questions. Alors, ça va dépendre de l'appli. Pour ma part, quand c'est, par exemple, je sais pas, un site vitrine avec une seule page, par exemple, bah là, dans ces cas-là, je vais avoir un gros bloc. Je vais partir mobile first et après, je vais avoir un bloc pour tablette et un bloc pour desktop, par exemple. Mais si je pense en orienté composant, bah dans ces cas-là, ça a du sens que mon composant ait son propre élément de responsive. Et dans ces cas-là, je vais redécouper. Ça va dépendre du projet en fait. Plus on a un niveau de granularité fin et plus je vais aller dans ce sens. D'autant plus que là, ça commence à... Il y a un gros morceau de chamboule-tout parce qu'on commence à avoir les container queries qui sont comme des media queries, mais vis-à-vis du conteneur parent. Et donc, ça remet un peu les débats sur ça à l'heure du jour, quoi. C'est assez marrant. Mais ouais. Alors, pour revenir sur ta question de mixin, moi, je pars du principe que dès que j'ai du code CSS à dupliquer, je vais utiliser un mixin. Donc, dès que tu vas générer des choses aussi, je vais utiliser un mixin. J'utilise clairement comme une fonction ou comme un appel à quelque chose qui est déjà préconstruit, quoi. Après, là, dans ton exemple, ça veut potentiellement dire que quand tu inclus ton mixin à plusieurs endroits, tu vas avoir plusieurs fois ta promise card qui va avoir le même code dupliqué à plusieurs endroits de ton site code. C'est ça. Donc, une solution pourrait être d'utiliser du BEM, par exemple, d'avoir déjà une classe quelque part promise card avec promise card title, etc. Et du coup, toi, tu as juste à construire ton HTML de la bonne façon et tu sais que tu auras le bon style. Et tu auras moins tu vois. Je suis d'accord que sur l'exemple, celui-là, c'est plus récent, là, d'IN 562. En fait, c'est juste lié justement à du code qui était dupliqué par rapport au over et à ce qu'il y avait derrière. Mais il y a Mode justement qui dans le chat qui dit je suis pas fan des classes imbriquées dans les mixins et je suis complètement d'accord. Ça, c'est un vieux truc qu'on avait justement. C'est un peu comme c'est du code. Voilà, c'était un choix historique, on va dire. C'est sur de code legacy quand on revient un petit peu dessus. Et effectivement, d'avoir fait ça, je suis d'accord avec toi. En fait, il valait mieux utiliser une classe promise card et réutiliser cette classe mélangée avec on ajoute d'autres classes à certains endroits. Effectivement, ça aurait été vachement mieux. Là, tu vas avoir tous les défenseurs de Tailwind qui vont venir en disant ton code il est lourd. Plus de cast nesting. À peine. Non, mais c'est sûr que voilà, il y a beaucoup de choses à dire autour de tout ça. CSS, ça a l'air de plus en plus de nouvelles possibilités, effectivement, Alexis, permettant de passer. Ouais, surtout depuis ces 2 dernières années. Effectivement, il y a beaucoup de sujets à voir. D'ailleurs, c'est une question que je voulais poser dans notre chat. N'hésitez pas à dire s'il y a des sujets en particulier qui vous intéresseraient. Est-ce que c'est plus, je ne sais pas, le SCSS, est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que c'est plus l'accessibilité? Est-ce que c'est plus la performance, justement, dans les navigateurs et dans tout ce qu'on peut avoir derrière? Est-ce que c'est l'utilisation de design system? Tu en as parlé un petit peu, François, mais effectivement, c'est toujours une grande question, les design systems. Comment on le met en place? Comment on le maintient? Oui, à tout. Ouais, vaste sujet. Ça pourrait être une conférence, effectivement, entière. Parce que là, on a fait assez large, mais on pourrait continuer longtemps, je pense. Il va falloir qu'on fasse peut-être une deuxième session, je ne sais pas. Tout à fait. On parle d'éco-conception aussi dans le chat. C'est un gros sujet en ce moment. Et effectivement, c'est très lié. C'est lié à plein de choses. Mais sur la partie front-end, il y a beaucoup de pratiques autour de ça. Il y a des référentiels poussés par Opquast aussi qui contiennent énormément de pratiques autour de tout ça. On a aussi dans le hub communautaire qu'on a ici quelques pratiques sur des co-conceptions justement. Donc soit liées justement à Opquast, soit au Green IT, EcoCode, etc. Mais c'est vraiment des pratiques importantes qui sont souvent méconnues de la part des équipes. Donc ça pourrait être aussi un super sujet à pousser. Ouais. Clairement. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'on a bien explosé le timing. Désolé encore pour ce problème avec Livestorm qui a souhaité crasher, bien sûr, aujourd'hui entre midi et 2. Parce que, bien sûr, quand on est arrivé à midi 5, ça fonctionnait, mais à midi 15, ça ne marchait plus. C'est du grand classique. Ils ont du mal gérer leur système de perf, plutôt sur la partie back-end, là, mais c'est un petit peu pareil. Mais merci à tous. Donc, effectivement, il y aura le replay qui sera accessible très bientôt, sûrement cet après-midi ou demain. Et on le mettra à disposition en partageant un lien justement
sur le mail directement. Merci Nicolas, merci François, merci Manon, Merci tous à ces tous. échanges et À tout ce plus. partage de connaissances. Pas de souci, merci à toi. Et on vous attend chez Cascade pour continuer de discuter. De Ouf. Rejoignez Cascade. Voilà. Merci tout le monde. Bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée. Allez, à plus. À bientôt. Salut.